Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour ceux qui sont en France, qui sont à Paris ou en province. Et puis pour celles et ceux qui, comme certaines intervenantes et comme nous, sont à New York, puisque comme vous l'avez peut-être noté, alors, on va couper les micros, puisque ce mardi, mercredi de la clé, se déroule de façon tout à fait exceptionnelle pour l'équipe, une partie de l'équipe de la clé à New York, puisque à l'occasion de ce 8 mars, la clé a envoyé une délégation à la CSW numéro 67, 67e édition, sur laquelle nous allons revenir pendant ce débat. Et le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est celui de la diplomatie féministe. Et donc, dans un contexte vraiment tout à fait exceptionnel et particulier, puisque c'est la Journée internationale des droits des femmes, nous sommes le 8 mars, et puis même si nous sommes à New York, nous avons suivi avec attention les annonces et de la ministre et du président de la République, et si vous n'avez pas vu ça, je vous dis pour celles qui ne l'auraient pas vu, que le président de la République a annoncé l'inscription, en tout cas un projet de loi en vue de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir puisque depuis le début des initiatives portées par les organisations féministes en vue de cette inscription, la clé a défendu l'idée qu'il était important pour les femmes du monde que la France fasse ce geste, fasse ce pas. Et sans doute que nous y reviendrons avec nos intervenantes. Alors, nos intervenantes, justement, et je les remercie vraiment beaucoup de leur disponibilité, parce que celles qui sont à New York, sachez-le, sont très, très, très mobilisées du fait de responsabilité dans le cadre des travaux de la CSW. Donc, je remercie Céline Masse, qui est présidente d'ONU Femmes. Je remercie Mireille Clapeau, qui est députée, qui fait partie de la délégation française. Je remercie également Mounia Chadi, qui est chargée de programme pour le réseau de la francophonie. Et puis, nous avons deux intervenantes prestigieuses qui, elles, sont à Paris, qui nous quitteront aux environs de 19h15, 19h20. La première d'entre elles, c'est Delphine O, qui est ambassadrice en charge de l'égalité femmes-hommes au ministère des Affaires étrangères et qui est par ailleurs secrétaire générale au Forum Génération Égalité. Et puis, dernière intervenante, Jocelyne Adrian-Metoul, qui n'est autre que la présidente d'honneur de la clé et qui est ce soir avec nous pour nous parler des travaux de la commission diplomatie du Haut Conseil à l'égalité. Alors, ce mardi de la clé, ce mercredi de la clé, comme je l'ai indiqué, va porter sur la diplomatie féministe de la France. Je crois qu'on s'est fait pirater notre événement. Donc, la diplomatie féministe de la France dans un contexte de CSW. Donc, la CSW, on va y revenir plus précisément puisque nos intervenantes nous en parleront dans le cadre de leur fonction et de leur responsabilité. C'est un moment qui se déroule une fois par an, qui est organisé sous l'égide de l'ONU et qui rassemble des féministes du monde entier, qui rassemble des diplomates, des responsables ministériels, des représentants des gouvernements de tous les pays du monde et qui a pour objectif de faire le point de la situation des droits des femmes dans le monde. Donc, c'est un temps de partage, un temps de rencontre, un temps d'échange absolument extraordinaire. Alors, on essaie de vous restituer un petit peu l'ambiance qu'il y a ici, mais c'est vraiment un temps fort des droits des femmes pour les femmes dans le monde. Cette CSW, elle a aussi pour objectif, donc c'était aussi un lieu de négociation, puisque dans le cadre de ces travaux, l'ensemble des États membres discutent d'un texte et se mettent d'accord ou pas, on en discutera tout à l'heure, sur des objectifs, sur ce qui doit être, sur la voie à suivre pour les droits des femmes et pour parvenir à l'égalité. Donc cette année, il y a un sujet spécifique qui a été identifié qui porte sur l'innovation et l'évolution technologique. Donc peut-être qu'on y reviendra dans notre débat, mais on est plutôt nous axés sur la diplomatie féministe pour ce soir.
Alors, vous pourriez vous demander pourquoi la clé est à l'ONU. Tout simplement parce que la clé a le statut d'organisation qui a la possibilité d'être présente, de participer et d'intervenir dans le cadre de ces débats. Et c'est la raison pour laquelle notre vice-présidente Alissa Arabar nous a quittés juste avant le début de cet événement pour intervenir dans un side event organisé par la République tchèque. Alors, la diplomatie féministe, je pense qu'on y reviendra bien plus précisément par la suite. Vous savez que c'est un concept plus ou moins précis qui a été imaginé par la Suède et qui invite les États, ou en tout cas un État, à intégrer dans ses relations extérieures, dans sa façon, dans ses relations avec le reste du monde, qui invite cet État, en tout cas qui lui permet de mettre en avant un certain nombre de valeurs en faveur des droits des femmes. Donc c'est une présentation un peu succincte. On va voir après dans les interventions très concrètement ce que ça signifie. Et c'est la raison pour laquelle je vais donner la parole à Delphine O, qui va nous donner quelques éléments sur ce qu'est la diplomatie féministe et qui va nous dire ce que ça signifie dans le cadre, par exemple, des discussions de cette CSW et quels sont les sujets que porte la France en ce moment à travers cette diplomatie féministe. Et peut-être reviendrez-vous sur ce qui est fait dans le cadre du forum Génération Égalité. Je vous cède la parole pour 10-12 minutes. Allez-y. Merci, bonsoir et bon matin à toutes et à tous. Donc ici en direct de Paris, et je salue toutes celles qui sont à New York, que je connais de ces fonctions et de mes précédentes fonctions. Merci beaucoup à la clé de m'avoir invitée pour participer à cette discussion sur un sujet qui est véritablement ma passion au-delà de mon engagement professionnel. Donc voilà, la diplomatie féministe. Alors, existe-t-il une seule définition de la diplomatie féministe? On va peut-être commencer par là. Il n'en existe pas en réalité, ou alors il en existe plusieurs en fonction des États qui l'ont adopté. Commençons peut-être par un petit rappel historique. C'est un concept, il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui a été inventé par la Suède en 2014 et qui a ensuite fait une sorte d'effet boule de neige puisqu'elle a été suivie dans l'ordre chronologique, le Canada, le Luxembourg, la France, donc en 2018, quatrième pays, puis ensuite l'Espagne, le Mexique, l'Allemagne, les Pays-Bas et récemment également le Chili, la Colombie et très récemment l'Argentine. Je mentionne également que 2 pays africains, la Libye et le Libéria, ont annoncé leur souhait de se doter d'une diplomatie féminine, mais sans l'avoir véritablement formalisée. On voit donc déjà pour commencer que ça n'est pas un concept uniquement occidental ou du Nord, puisqu'on a aujourd'hui une profusion de diplomatie féministe des pays d'Amérique latine et un intérêt fort également de plusieurs pays africains pour rejoindre ce club. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de définition uniforme, homogène de ce concept. Il n'y a pas non plus de traité ou de convention internationale qui régit ce qu'est une diplomatie féministe. Chaque pays est libre de l'adopter ou de ne pas l'adopter, de l'annoncer et d'en tracer les contours de sa propre définition avec ses propres critères, ses propres évaluations et son propre cadre théorique et normatif. Du côté français, nous n'avons pas encore, mais nous aurons, je l'espère, bientôt cette année, dans le cadre de la nouvelle stratégie internationale pour l'égalité de genre qui sera présentée cette année ou l'année prochaine, une définition peut-être plus normative et plus théorique de ce qu'est la diplomatie féministe, que de facto, nous mettons en œuvre depuis déjà 4 ans, donc depuis notamment 2019 et la présidence française du G7 en 2019. Comment elle s'est incarnée, cette diplomatie féministe à la française depuis ces 4 années? Je dirais dans un double mouvement, un mouvement vertical et un mouvement transversal, un mouvement horizontal. Le mouvement vertical, c'est vraiment l'idée de mettre les droits des femmes et l'égalité de genre au top de nos priorités,
sur un pied d'égalité avec les autres priorités qui sont évidentes dans notre diplomatie. Évidemment, le maintien de la paix et de la sécurité, nos intérêts économiques et notre diplomatie commerciale, notre diplomatie climatique et environnementale, elle lutte pour le changement, contre le changement climatique, notre rayonnement culturel, etc., etc. Et c'est donc d'affirmer haut et fort et de traduire dans les faits le fait que les droits des femmes et les droits humains en général sont une priorité de notre diplomatie. Et puis, de manière horizontale, c'est d'intégrer une perspective de genre et la promotion des droits des femmes dans toutes les composantes de notre diplomatie. Et ça, c'est un processus qui est encore en cours, qui n'est pas achevé. C'est l'idée de montrer qu'il y a des liens entre toutes les autres composantes de notre diplomatie, notamment notre diplomatie de sécurité internationale. Il y a un lien direct entre la défense des droits des femmes et le maintien de la paix et de la sécurité. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a un lien direct et de plus en plus documenté entre notre diplomatie féministe et notre diplomatie climatique, et entre l'impact du changement climatique et la participation des femmes dans la lutte contre ce changement climatique. Il y a aussi un lien et un impact de notre diplomatie commerciale et notre commerce extérieur sur la promotion des droits des femmes et l'égalité de genre. Je pourrais ainsi décliner toutes les composantes de notre diplomatie, mais l'idée est vraiment de faire infuser cette perspective de genre, cette priorisation des droits des femmes et cette prise en compte des droits des femmes dans toutes nos composantes, toutes les composantes de notre action extérieure. En termes de méthode, comment est-ce que nous avons mis cela en place au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? D'une certaine manière, je dirais utiliser toutes les plateformes possibles, tous les lieux de pouvoir, toutes les enceintes multilatérales, toutes les discussions, tous les échanges, tous les dialogues bilatéraux ou multilatéraux que nous avons en tant que France, et nous en avons beaucoup puisque nous sommes une puissance qui compte sur la scène internationale, pour mettre à l'ordre du jour véritablement la question des droits des femmes. Ça n'était pas le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Il y avait de nombreuses enceintes où les droits des femmes étaient considérés comme un non-sujet ou un hors-sujet d'une certaine manière, et il était, on va dire, de sagesse commune que les droits des femmes étaient négociés à la commission sur le statut de la femme et en 3e commission à l'Assemblée générale de l'ONU, mais c'était tout. Aujourd'hui, nous avons fait tout un travail avec notamment des pays alliés pour faire en sorte que dans toutes les commissions des Nations Unies, dans toutes les négociations, dans toutes les enceintes multilatérales et notamment dans celles qui comptent beaucoup, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme le G7, comme le G20, comme l'OCDE, comme l'Union européenne, dans toutes les alliances régionales, l'Organisation internationale de la francophonie, pour mettre à l'ordre du jour la question des droits des femmes. Et nous l'avons fait notamment lorsque nous sommes en situation de présidence. Je pense évidemment à la présidence française du G7 en 2019, où nous avons lancé de multiples initiatives, l'initiative AFAWA pour l'entrepreneuriat africain, des femmes en Afrique, le Fonds international Denis Mukwege et Nadia Mourad pour les survivantes de violences sexuelles, etc., etc. Donc, quelque part, utiliser toutes les plateformes possibles à chaque fois que la voix de la France est entendue pour faire avancer l'agenda de l'égalité de genre avec toute la puissance, évidemment, que nous avons et l'écoute dont nous disposons. Je voudrais juste mentionner, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 mars et que je sors juste de l'événement organisé par le Quai d'Orsay avec la ministre Catherine Colonna, 2 initiatives beaucoup plus récentes qui incarnent aussi notre diplomatie féministe dans l'objectif d'être de plus en plus en soutien à ces femmes combattantes de la liberté qui défendent les droits des femmes et les droits humains en général partout dans le monde. Le prix Simone Veil de la République française, qui a été lancé en 2018 et qui récompense de 100 000 € et du soutien de la République française une combattante des droits des femmes. Aujourd'hui, il y a quelques heures, nous avons remis le prix au groupement pour la dépénalisation de l'avortement du Salvador, qui est donc un collectif citoyen qui se bat pour la légalisation de l'avortement dans un des pays où il est le plus restreint. Et également l'initiative Marianne, qui a été créée il y a 2 ans seulement. Nous sommes à la 2e année, qui crée chaque année une promotion d'une quinzaine de défenseurs des droits humains que nous faisons venir en France pour entre 6 mois et 1 an, que nous soutenons financièrement, juridiquement, politiquement, médiatiquement,
dans le cadre de leur venue en France et aussi dans le cadre du combat qu'elles mènent dans leurs pays respectifs. Donc voilà, les outils, quelque part, sont extrêmement divers, des initiatives, des prix, le financement des droits et santé sexuelle et reproductifs, le plaidoyer pour le droit à l'avortement dans toutes les enceintes multilatérales, régionales, internationales, et l'utilisation de toutes les plateformes possibles pour faire avancer ces droits. Et je finirai sur la question de l'argent, parce que l'argent est toujours le nerf de la guerre. Évidemment, cela s'est accompagné et doit continuer à s'accompagner de l'augmentation de ce qu'on appelle l'aide publique au développement genrée, c'est-à-dire les projets d'aide publique au développement qui ont pour but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes, pour but secondaire principal. Et nous sommes en 2021, puisqu'on a toujours un petit peu de retard sur les statistiques, à 47% de notre aide publique au développement qui a un impact positif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous devons atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la loi de 2021 de 75% en 2025. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais tout de suite passer la parole à Jocelyne. Alors, juste avant, j'ai oublié de préciser que si nos participants ont des questions, elles peuvent les poser dans le chat. Et je voulais remercier toutes les administratrices de la clé qui sont connectées parce qu'elles sont assez nombreuses. Voilà, Jocelyne, je te laisse la parole, puisque donc, Jocelyne, tu es coprésidente de la commission diplomatie féministe au HCE. Et donc le HCE, donc le Haut Conseil à l'égalité, a régulièrement l'occasion de travailler sur ces questions de diplomatie. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire, toi, quelle est ta perception de cette diplomatie féministe et l'impact que tu peux observer dans le cadre de tes fonctions? Oui, merci. Merci d'abord à la clé d'avoir invité à participer à ce mercredi de la clé, en direct de New York et de Paris, donc. Quel chic, on est en duplex. Et oui, je suis effectivement, outre le grand plaisir, le grand honneur d'être présidente d'honneur de la clé, je suis effectivement coprésidente de la commission internationale qui s'appelle Diplomatie féministe, enjeux internationaux et européens du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, à ce titre, nous sommes, non seulement on travaille dessus, mais on est chargé d'évaluer les politiques publiques. Et donc, évidemment, c'est la commission que je co-préside avec Nicolas Reynaud, puisque nous sommes parfaitement paritaires. Nous donnons l'exemple, nous les femmes. C'est que nous évaluons donc la stratégie genre de la France, la stratégie qui vient de se terminer, donc 2018-2022, voilà, mais ça glisse un peu au niveau de l'agenda. Et puis, nous comptons évidemment contribuer très, très, très concrètement à la construction, à la co-construction de la prochaine stratégie qui sortira en 2023, voilà, pour une nouvelle série d'années. Voilà. Alors, je pense que l'ambassadrice Delphine O a déjà dit beaucoup de choses, mais je vais avoir, moi, une approche plus société civile, HCE, quoi, et évaluateur des politiques publiques. Alors, je souhaiterais rappeler que le Haut Conseil d'égalité, j'étais simple membre de la Commission internationale à l'époque, mais on avait déjà fait un rapport sur la diplomatie féministe en 2020, où on tentait une définition, parce qu'effectivement, comme le disait Delphine O, le concept c'est un concept très récent finalement, notamment en France, mais pas seulement. On voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer au niveau des pays, mais que c'est encore en construction, quoi. Donc, on avait tenté une définition qui est un peu celle de tous les pays qui adoptent cette approche, à savoir qu'il faut mettre l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes au cœur de leur politique étrangère. Et nous avions axé sur six orientations importantes qui étaient, nous avions repris les trois R de la diplomatie féministe suédoise,
les droits, rights, la représentation des femmes dans les instances de décision et de négociation, et évidemment des ressources conséquentes et pérennes pour être à la hauteur des enjeux et des ambitions. Et puis, nous avions ajouté 3 autres points qui nous semblaient fondamentaux et qui nous semblent toujours fondamentaux en 2023. C'est qu'il s'agit d'une approche transformative vraiment de la société qui vise à abolir les structures inégalitaires du patriarcat et qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est véritablement changer de paradigme, changer de lunettes sociales en quelque sorte et inventer ou créer une autre gouvernance. Et on sait que c'est possible, on le voit dans bien des situations, par exemple par rapport au conseil d'administration, où on voit parfaitement que de 40% de femmes dans les conseils d'administration, aujourd'hui on en est à près de 47%, et que tout le monde s'en trouve mieux. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une possibilité de gouverner autrement. Et le cinquième point, je vais y arriver, c'était le fait de mettre en place une organisation institutionnelle dédiée et pérenne et qui permette d'assurer une coordination et une mise en cohérence des politiques menées et qui inclut aussi un système de redevabilité. La redevabilité étant, pour les personnes qui ne sont pas au fait, le fait qu'on puisse suivre les actions mises en place par les États qui adoptent cette politique de diplomatie féministe et qu'ils soient redevables de ces actions. Il ne suffit pas de dire on va faire, mais il faut le faire. Et le dernier point, le 6e point, mais qui n'est pas le dernier en importance, c'était, et ça on y a beaucoup tenu, l'affirmation d'une solidarité internationale avec les femmes en lutte pour leurs droits et leurs libertés. Et on voit aujourd'hui dans le monde que sans cela, il n'y a pas de féminisme possible, il n'y a pas de politique féministe et il n'y a pas de diplomatie féministe possible. Quand on voit les Afghanes, quand on voit les Ukrainiennes, quand on voit les Congolaises, quand on voit les Salvadoriennes, les États-Uniennes aussi, avec le droit à l'avortement qui régresse de plus en plus. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, cet aspect-là, ce 6e point, nous paraît très important. Parce que pour nous, HCE, et puis pour nous, société civile féministe, ça sert à quoi une diplomatie féministe? Ça sert à, au bout du compte, améliorer la situation des femmes sur le terrain. Il ne s'agit pas juste de faire des jolies, des jolies propositions. Il faut que ça puisse concrètement aider les femmes à vivre mieux, avec des droits plus respectés et avec une liberté de vie plus affirmée. C'est ça notre objectif. Donc voilà, ça c'était les 6 points importants qu'on avait, que la HCE avait proposé et qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire que je pense, sans dévoiler notre prochain rapport d'évaluation qui sortira avant l'été, je pense qu'effectivement, ces points-là restent complètement d'actualité et qu'il faut absolument qu'ils soient pris en compte au plus haut niveau. Alors, je dirais plus globalement sur la diplomatie féministe, je dirais que il me semble que vraiment, il y a une volonté politique de mettre en place cette diplomatie féministe, il y a une sincérité, il y a aussi on a fait beaucoup d'auditions donc pour évaluer la stratégie genre et donc la diplomatie féministe de la France. Et on voit qu'il y a, notamment chez les ambassadeurs et les ambassadrices, mais au niveau du département, au niveau du secrétariat général, au niveau de la ministre, il y a vraiment une volonté de développer cet axe-là parce qu'il y a une conviction partagée que un monde plus mixte avec des femmes qui sont plus représentées dans les instances de décision va dans le bon sens et fait une société plus juste et plus heureuse.
Mais j'ai envie de dire, je vais le dire un petit peu de manière abrupte, excusez-moi Madame l'ambassadrice par avance, je pense qu'il y a une mise en œuvre un peu poussive. C'est-à-dire qu'il y a la volonté politique, il y a les annonces et l'envie de bien faire, mais il n'y a pas les moyens qui suivent. C'est-à-dire que je pense que, quand je dis je le partage aussi avec un certain nombre de personnes du HCE et de la Commission internationale notamment, mais pas seulement, c'est aussi en tant que féministe. On sent que, les moyens humains et financiers ne suivent pas, que à ces moyens financiers et humains pas à la hauteur, on se trouve face à une administration qui fait du mieux qu'elle peut, franchement. Mais très, très honnêtement, quand on voit que sur l'évaluation, par exemple, de la stratégie, c'est une personne et demie qui est chargée de nous fournir les données, les informations, c'est pas possible, quoi. Ça le fait pas, pour parler un peu brusquement. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que j'allais donner une anecdote, mais le deuxième, je le dirai après. Le deuxième aspect, c'est que on a l'impression que c'est l'affaire du ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Or, c'est évident que la diplomatie féministe, c'est bien plus large que cela. C'est-à-dire que le ministère fait ce qu'il peut, là encore. Mais ça concerne, je suis désolée, ça concerne le ministère de l'Intérieur, ça concerne le ministère des Armées, ça concerne la justice, ça concerne l'économie et les finances. C'est-à-dire que tous ces ministères régaliens ont un fort impact international et sont complètement eux-mêmes impactés par l'international. Donc, si la diplomatie féministe, elle reste dans le cercle, j'allais dire dans le cercle des intimes du ministère des Affaires étrangères, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une appropriation plus globale, que ça diffuse davantage dans l'ensemble des ministères concernés en France, notamment, voilà, puisqu'on parle de la diplomatie française. Jocelyne, pardon, oui. est-ce que tu as terminé ton intervention? Est-ce que tu peux conclure? Je vais conclure, oui. J'ai dit l'essentiel. Donc, grosso modo, je n'ai pas regardé l'heure, donc voilà, tu fais bien de me rappeler à l'ordre. Donc, grosso modo, on pense qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire, mais que c'est déjà très important qu'il y ait ce terme de diplomatie féministe. On compte bien que dans la prochaine stratégie, ce sera nommé comme tel, parce que les mots ont un sens, encore une fois, et dans la précédente, il n'y avait pas le mot diplomatie féministe. Donc, nous allons, au niveau du HCE, demander à ce que ce terme de diplomatie féministe soit nommé noir sur blanc. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je m'arrête là. La diplomatie féministe, ça peut être un outil très, très précieux pour les droits des femmes et pour contrer le recul énorme des droits des femmes dans le monde. Voilà. Merci. Merci à toi, Jocelyne. Alors, parce que le temps passe et donc Madame l'ambassadrice doit nous quitter. Et juste avant que vous partiez, peut-être, Delphine O, moi j'aurais une question à vous poser. J'ai dit dans mon introduction que tout à l'heure, donc le président de la République a annoncé un processus de projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Depuis le début de cette mobilisation après l'arrêt de la Cour suprême américaine, la clé s'est mobilisée en ce sens parce que nous avons la conviction que c'est important pour les femmes du monde que la France fasse ce pas. Est-ce que vous avez aussi cette conviction? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots dans quelle mesure ça peut compter finalement pour les autres femmes dans le monde qui n'ont pas ou moins bien accès que les Françaises à l'IVG?
D'abord, je me réjouis de l'annonce du président de la République, je crois, comme toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, et particulièrement en ce 8 mars. Évidemment que les actions, et notamment les actions législatives fortes que la France peut prendre, peuvent avoir un impact très important dans le reste du monde. A fortiori, je donnerai un exemple plutôt à contrario, qui est, vous l'avez cité, la suppression par la Cour suprême de l'arrêt Roe v. Wade, qui a apporté une protection constitutionnelle au droit à l'avortement aux États-Unis, a eu clairement des effets dans le monde entier, a tétanisé, malheureusement, bouleversé des féministes partout dans le monde entier. Et lorsque vous lisez, vous écoutez notamment des féministes africaines qui se battent depuis des années pour le droit à l'avortement, qui est inscrit dans le protocole de Maputo à la Charte africaine des droits humains, qui est donc reconnu en fait par l'Union africaine et qui a été ratifié par la plupart des États africains, cela aura un impact très important. Et donc je crois que quelque part le processus de constitutionnalisation de l'IVG en France est une réponse malheureusement à ce qui s'est passé aux États-Unis avec Roe v. Wade. Et j'espère bien d'abord que d'autres pays qui sont, on va dire, au même stade que la France pourront suivre notre exemple de constitutionnalisation et d'inscription dans la Constitution, et que d'autres pays, notamment dans le Sud, qui ne l'ont pas encore légalisé, pourront franchir le pas de le légaliser. Et certainement, nous voyons des avancées en la matière. On entend toujours parler malheureusement des reculs, il est vrai, mais je voulais mentionner deux exemples, le Bénin, la Sierra Leone, qui ont très récemment, au cours de la dernière année, annoncé dépénaliser l'avortement sur le continent africain, et évidemment en Amérique du Sud, l'Argentine, fin 2020, suivie par la Colombie très récemment, et le Chili, éventuellement, qui ont légalisé ou vont légaliser l'avortement. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens, malgré les reculs et malgré les régressions. Je vous remercie pour ces informations, ces compléments. Je vais passer maintenant la parole à Mounia Chadi, qui est coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité, qui est chargée de programme droits des femmes et égalité des genres. Mounia, tu vas nous apporter un éclairage de comment est perçue la diplomatie féministe par les femmes qui vivent, qui ne sont pas des Françaises, qui sont francophones, puisque tu es du réseau francophone, mais qui voient la diplomatie féministe, on va dire, de l'extérieur, d'une certaine façon. Merci, bonjour tout le monde. En fait, je dois un petit peu corriger la manière dont tu m'as présenté. Oui, je suis membre de la coordination du réseau francophone Égalité Femmes-Hommes, mais pour le travail de l'égalité des genres, je suis chargée de programme en droit des femmes et égalité des genres à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, et à ce titre, je suis coordonnatrice du comité québécois Femmes et Développement, le CQFD. Je précise cela parce qu'en fait, dans le réseau francophone Égalité Femmes-Hommes, à la tête duquel se trouve Nduro, on n'a pas de position commune sur plusieurs sujets, dont celui dont nous parlons aujourd'hui, qui est la diplomatie féministe. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais présenter n'est pas une position du réseau féministe de la francophonie, mais plutôt mon expérience terrain à l'ACOSI à travers la mise en pratique justement de la diplomatie féministe. Donc, ce point-là était important à préciser. Et sur ce, je vais partager mon petit PowerPoint. Alors, je vais juste l'agrandir. Et voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est, comme ça a été dit dans les interventions, on peut aussi définir subjectivement ce qu'est une diplomatie féministe. Je pense qu'il y a une définition très large, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi des interventions qui disent que pratiquement tous les ministères d'un gouvernement ou d'un État sont concernés par la diplomatie féministe. Je pense qu'il
s'agit des politiques d'État pour promouvoir au niveau national et à l'international des objectifs et des moyens pour faire avancer les droits des femmes et l'égalité des genres à tous les niveaux, économique, social, culturel, politique. Et je pense que la diplomatie féministe est mise en œuvre notamment par le biais de la parité et de la promotion de la représentation féminine dans des postes à pouvoir et par la politique de l'aide au développement qui favorise l'empowerment des femmes. Je pense que ce sont là deux créneaux importants à travers lesquels la diplomatie féministe est exercée, notamment par les États du Nord. Alors, moi, ce que j'ai remarqué de ma pratique sur le terrain, où je suis tout le temps en contact avec des projets et programmes qui promeuvent les droits des femmes, l'égalité des genres dans les pays du Sud et qui lient en partenariat des ONG du Sud et des ONG du Nord, en l'occurrence dans le cas que je connais très bien avec le Québec, avec les ONG du Québec au Canada. Et ce qui est remarqué, c'est que dans tous les programmes de développement international, à travers lesquels les États concrétisent leur politique féministe, le concept de l'empowerment des filles et des femmes, qui est devenu l'ODD 5, l'objectif de développement 5 des Nations Unies, cet objectif-là est très important. Il est placé au centre. Procurer de l'empowerment, autonomiser les filles et les femmes. Bien avant les Nations Unies, rappelons-nous que l'empowerment est à la base un concept qui vient d'un grand réseau des féministes des Sud, Down, Development Alternatives with Women for a New Era. Il a été proposé en 1987 et ce sont ces féministes qui sont en fait un réseau d'ONG qui ont proposé le concept qui a été adopté au niveau de la communauté des nations. Alors, l'ODD 5, on sait de quoi il s'agit, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles dans l'horizon de 2030. Et le problème, et c'est là où je problématise un petit peu la question de la diplomatie féministe, c'est que dans beaucoup de pratiques, la femme est prise comme un sujet moral et non pas comme un sujet politique. La femme est un sujet éminemment politique. Or, ce qui a été mis en pratique sur plusieurs décennies en matière de l'empowerment, c'est qu'on l'a vidé de son sens politique et on a gardé un sens économiciste. Donc, il y a deux approches en la matière. Il y a une approche qui lie l'empowerment aux notions de capacitation à l'échelle individuelle et collective, de justice, de redistribution, de changement social et de changement de pouvoir et avec l'idée de favoriser le pouvoir par le bas, le pouvoir des populations, le pouvoir des ONG, le pouvoir des femmes pour justement changer les rapports de pouvoir au niveau économique, social et au niveau des rapports des genres en faveur des femmes. Donc ça, c'est une notion de l'empowerment qui est transformatrice, qui a une stratégie politique de transformation des rapports de pouvoir nord-sud entre les pays du Nord et les pays du Sud, de transformation des rapports sociaux de production et de transformation des rapports de genre. Et c'est ce concept de l'empowerment ou autonomisation des femmes qui a été proposé par le réseau Down. Mais malheureusement, ce qui a dominé dans la politique de diplomatie féministe dans le développement international, c'est plutôt une approche basée sur une logique de gestion de la pauvreté et des inégalités
pour permettre aux individus de développer et d'exercer leurs capacités individuelles et de prendre des décisions rationnelles dans un contexte d'économie de marché. Donc, il s'agit là d'une compréhension liée aux notions de choix, d'opportunité, de participation, de gouvernance, de propriété et de réédition des comptes. Ces deux concepts, ces deux approches absolument opposées, l'une s'intéressant à l'individu et à la collectivité pour la transformation sociale et politique, l'autre qui est plutôt à caractère individuel, économiciste, qui intervient au niveau de projets microsociaux pour l'amélioration de la situation économique et sociale des femmes. Donc, l'empowerment comme concept a évolué historiquement comme ça. Il est né en 87, émanant de la base d'un réseau d'ONG des Suds, adopté par les Nations Unies en 2015. Depuis 8 ans qu'il est mis en pratique, la COVID-19 nous a révélé plusieurs aspects où les droits des femmes sont très vulnérables et vulnérabilisés économiquement, socialement, politiquement, et qu'on est très loin d'atteindre l'objectif de l'autonomisation de toutes les filles et de toutes les femmes en 2030. Je ne vais pas m'arrêter devant des aspects de bilan économique et social. Je pense que tout le monde connaît les chiffres. On peut dire juste au niveau politique que seulement 18% des ministres à travers le monde sont des femmes, seulement 24% des parlementaires à travers le monde sont des femmes, que les femmes occupent seulement 34% des postes à responsabilité dans les pays où des données sont disponibles. On peut positiver, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais il est clair qu'on est vraiment loin de l'objectif de l'empowerment sur tous les plans économiques, sociaux et politiques à l'horizon de 2030, comme l'a fixé les Nations Unies. Tout cela met en question la stratégie genre et développement qui est au centre de toutes les politiques de diplomatie féministe mises en œuvre à travers la coopération et la solidarité internationale. L'idée est qu'il faut que cette mise en question de cette stratégie qui n'a pas donné les résultats escomptés, il faudrait réfléchir à certains aspects. Par exemple, la grande chercheuse Mohanty met l'accent sur le fait qu'il y a une essentialisation des populations et des femmes du Sud global dans toutes les études faites au Nord en matière de diplomatie féministe. On voit les femmes du Sud comme quelque chose d'homogène, en faisant abstraction de la différenciation en termes de classe sociale, d'ethnie, de genre, etc. Il faut vraiment aussi ne pas se limiter au rapport de genre, la femme étant un sujet politique. La transformation des rapports de pouvoir nord-sud, où le nord est hégémonique, parce que le Nord finance, le Nord dicte les politiques de financement, le Nord dicte les politiques d'évaluation des programmes et des projets. Et les féministes des Suds, les populations des Suds, les ONG des Suds se trouvent dans un rapport de domination qui ne peut pas servir l'objectif de l'égalité des genres. Sans changement des rapports de pouvoir dans les cadres des programmes et projets entre le Nord et le Sud, l'objectif d'améliorer le statut des femmes ne peut pas avancer. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait s'ouvrir aux savoirs locaux des féministes dans les pays du Sud, être à l'écoute de ces savoirs parce qu'ils sont adaptés à leur réalité pays et en s'ouvrant à ces savoirs, les intégrer dans les politiques qui visent l'amélioration de la situation des femmes dans les pays du Sud. Et donc, il faudrait promouvoir un rôle central au mouvement féministe dans les pays du Sud comme accompagnement pour la réalisation des projets et programmes de développement. Et l'implication du mouvement
féministes des Sud donnent une dimension politique, politise la question de l'amélioration de la condition des femmes dans les pays du Sud. Alors, je voudrais concrétiser tout cela par le cas de ce que nous avons comme thématique à la CSW 67, à savoir la technologie numérique pour promouvoir l'empowerment des filles et des femmes, notamment en éducation. Et il est clair que la technologie numérique peut générer pour les filles et les femmes l'amélioration de leurs conditions de vie, de nouvelles opportunités sur tous les plans éducationnels, économiques, politiques, sociaux. Mais la transition numérique, qui est souvent très positivée et présentée comme un facteur d'égalité des chances, perpétue en fait un mode d'innovation insensible au genre. Elle perpétue les inégalités sociales et les inégalités entre le Nord global et le Sud global. Je vais dire pourquoi. C'est parce que les deux pôles géants qui dominent la concurrence farouche dans la technologie numérique à l'échelle du monde, c'est-à-dire le pôle GAFAMI du côté américain et le pôle TX du côté chinois, ces deux pôles monopolisent l'investissement en construction des data centers qui stockent les données numériques et des câbles sous-marins qui véhiculent les données numériques. Alors, ce big data est utilisé via des algorithmes d'intelligence artificielle pour des intérêts économiques et politiques stratégiques hégémoniques, notamment des États-Unis et de la Chine. Et cela dans un contexte où la législation sur la cybersécurité et la protection des données personnelles laisse à désirer dans la plupart des pays et notamment dans les pays du Sud. Alors, ce soft power par la technologie numérique, ce soft power qui a un apparat doux, renferme en fait une violence à l'égard de la vie des gens à l'échelle de la planète en quasi-absence de règles d'éthique et de gouvernance. Ce soft power manipule les choix des consommateurs et favorise leur addiction. Il influence les électeurs dans les pays du Nord. Il renforce l'autoritarisme politique dans certains pays du Sud global. Il attire la valeur ajoutée locale vers les économies étrangères. Cela s'appelle une cybercolonisation, selon Cédric Vianney, inventeur de ce terme. En effet, Cédric Vianney, ex-député français, mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010 et auteur d'un rapport parlementaire sur l'intelligence artificielle, parle en ce sens d'une cybercolonisation en disant « Le mot est très brutal, mais techniquement, c'est une démarche de type colonial. Vous exploitez une ressource locale en mettant en place un système qui attire la valeur ajoutée vers votre économie et cela s'appelle une cybercolonisation. » En fait, c'est en partant de cette réalité complexe et en considérant que la femme est un sujet politique, on ne peut pas parler juste sur le plan des droits économiques et sociaux des femmes. La femme étant un sujet politique, elle a son mot à dire sur la question de la technologie numérique en critiquant et en mettant en question les rapports coloniaux qui dominent et qui affectent la vie de la plupart de la population de la planète. Donc, pour mieux mettre la technologie numérique au profit des filles et des femmes en éducation et en économie, une perspective de droits des femmes et d'égalité des genres ne peut avoir de sens que si elle est imbriquée à une perspective pour contrer l'hégémonie d'un petit groupe de firmes sur le cyberespace mondial. Alors, en ce sens, les États doivent instituer des mécanismes de gouvernance
transparent et participatif du cyberespace dans des cadres multilatéraux et nationaux, et cela pour contrer la marchandisation massive à l'échelle de la planète des données numériques privées portant atteinte aux individus et aux groupes. Ces mécanismes de gouvernance doivent inclure l'instauration de codes déontologiques à faire respecter par des législations afin de contrer la régulation algorithmique reflétant des biais sexuels et ou racistes, et cette gouvernance doit mettre au centre de ses préoccupations la promotion de l'accessibilité à la technologie numérique des groupes vulnérabilisés. Et les États du Sud global, pour contrer cette cybercolonisation, doivent investir localement dans la technologie numérique en mobilisant des ressources et des savoirs au niveau local, au niveau de leurs citoyens. Et les États du Nord, justement, à travers les programmes de coopération et de solidarité internationales, devront appuyer pleinement cette perspective d'investissements locaux par des moyens locaux au niveau du Sud global. Et donc, les Nations Unies devraient promouvoir un rôle central de la société civile pour contrer l'extractivisme des minerais destinés à l'industrie de la technologie numérique, notamment dans le Sud global, et de cette manière contrer la pollution numérique. Et un rôle primordial doit aussi être attribué aux ONG féministes pour promouvoir une éducation locale qui remet en question les contenus patriarcaux dans les pays du Sud. Et enfin, ces ONG féministes doivent avoir un rôle important dans la promotion de l'égalité de genre sur le cyberespace par la lutte contre les discours et comportements haineux, sexistes, racistes, ainsi que contre les algorithmes qui les favorisent. Donc, tout cela pour dire qu'on ne peut pas isoler la question de l'égalité des genres et des droits des femmes et ne pas les mettre en rapport avec tout le contexte des rapports de pouvoir nord-sud et son conditionnement de la mondialisation et de la vie des gens. Et ça, c'était le cas de la technologie numérique. Je voudrais amener un modèle de technologie numérique en éducation pour les droits des femmes, et ça, c'est quelque chose qui a impliqué aussi le réseau francophone de l'égalité femmes-hommes. Il s'agit du cours en ligne ouvert et massif en égalité femmes-hommes, le CLOM-EFH, le premier du genre à l'échelle de la francophonie, la première expérience de formation en ligne libre et accessible à tout le monde, qui a réuni en partenariat l'association que je représente, l'ACOSI, avec l'Université Senghor d'Égypte, avec l'appui financier de l'OIF et du ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec, et en impliquant comme formatrice, comme féministe qui donne le contenu de la formation, le réseau des féministes francophones où je participe à la coordination. C'est une manière d'investir la technologie numérique pour donner une éducation à l'échelle mondiale pour les femmes, pour favoriser l'égalité femmes-hommes et l'égalité de genre. Autrement dit, oui, on peut investir le numérique en faveur des femmes, mais en ayant une stratégie de diplomatie féministe qui va à l'encontre de tous les aspects hégémoniques générés par les deux groupes mondiaux qui dominent en la matière, le groupe américain et le groupe chinois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Mounia. C'était extrêmement intéressant, cette mise en perspective du sujet précis de la CSW de cette année sur le numérique, de son impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis cette mise en perspective avec aussi la diplomatie féministe et le rôle qui appartient aux pays qui revendiquent une diplomatie féministe et ce qu'ils peuvent aussi faire et les actions qu'ils pourraient engager
en matière de numérique pour faciliter cette égalité. Ça me donne en plus une transition assez facile avec Céline Masse. Céline, je ne te vois pas, mais je vois que tu es là. Ton micro est coupé. Donc, tu es la présidente d'ONU Femmes France. Et donc, ONU Femmes est à l'initiative, en tout cas, et organisateur de la CSW. Donc, tu vas revenir sur cet aspect-là et peut-être que tu pourras rebondir sur ce qu'a dit Mika. Je ne sais pas si tu as prévu de le faire ou en tout cas si ça t'a inspiré cette présentation. Je te cède la parole. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat si, pour les participants qui le souhaitent, les participantes qui le souhaitent. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait, très bien. Parfait. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, en direct de New York, effectivement, où la CSW 67 bat son plein avec cet angle sur les technologies. Non, moi, j'ai envie de réagir. Alors, je suis présidente d'ONU Femmes France, hein, pas d'ONU Femmes au plan mondial, évidemment, et aussi membre de la clé. Oui, aussi de la clé d'ailleurs, mais aussi du HCE. Mais ici, je ne m'exprime pas au nom du HCE, je suis dans la même commission donc, que Jocelyne Adrien Medboul. Juste pour préciser, donc j'ai travaillé aussi sur les indicateurs de la diplomatie féministe et c'est d'ailleurs un sujet dont je vais reparler. Alors moi, j'ai noté 6 points. Je vais essayer de faire synthétique par rapport à ce que vous avez dit. En réalité, les interventions variées ont fait un peu évoluer ce que je voulais dire parce que je trouve ça important d'écouter, de pouvoir compléter, non pas répéter ce qui a déjà été dit. Le premier point que je pense fondamental, c'est cette idée que, on l'a vu, la diplomatie féministe, c'est un concept protéiforme. Et en fait, je m'interroge un peu quand même, et je ne suis pas la seule évidemment, sur le fait que ce soit une bonne chose. Parce qu'en réalité, alors, il y a un aspect positif à cela, c'est qu'il y a une adaptation locale aux besoins des différents États et aux situations géopolitiques spécifiques. Donc ça, on peut le saluer. En revanche, là où, à mon avis, c'est peut-être une forme de faiblesse, c'est que du coup, pour mesurer la redevabilité mondiale et d'une certaine manière comparer en fait ce que certains pays ont pu accomplir, ça pose question. Et donc, une des questions que je me pose, et je n'ai absolument pas la réponse, et c'est aussi un débat ouvert aux Nations Unies, qui a publié d'ailleurs, ce n'est pas ONU Femmes d'ailleurs, mais les Nations Unies avaient publié un paper assez court là-dessus de 2 pages et avaient fait une analyse des études en cours. C'est est-ce que finalement on aura intérêt à faire converger les contenus de cette diplomatie dans les années à venir pour que ce soit plus favorable aux droits des femmes dans le monde et des filles, ou est-ce que, au fond, garder cette espèce de pratique locale ou nationale, ça a de l'intérêt et ça reste le plus efficace. Là-dessus, je pense qu'on a peu de recul. Et c'est aussi une chose que je voulais souligner, c'est qu'au final, on l'a vu, alors effectivement, Mounia a présenté un certain nombre de données de recherche, je pense que c'est très important. Néanmoins, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a un corpus très petit sur la diplomatie féministe parce que c'est un concept neuf. Et ce sera quand même intéressant de voir d'ici peut-être une dizaine d'années, enfin dans les années qui viennent, justement comment elle a évolué, comment parfois des régimes nationalistes ou extrêmes ont pu essayer de la faire taire dans certains pays. Peut-être que des pays vont l'abandonner, d'autres vont la rejoindre. Bref, ça va être intéressant de prendre aussi ce recul et d'observer. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième point, dans l'hétérogénéité des sujets, donc des diplomaties féministes, on a quand même un sujet qui est très important, c'est les femmes, la paix et la sécurité. Donc la fameuse résolution 1325 des Nations Unies. Et aujourd'hui, nous, en tout cas à ONU Femmes, ça nous importe très particulièrement parce que, comme vous le savez, le monde est dans des urgences qui se succèdent les unes aux autres. Les urgences ne sont pas arrivées avec le retour des talibans en Afghanistan, malheureusement. Elles étaient déjà présentes dans un certain nombre d'endroits de la planète, mais là, on assiste quand même à une accélération. Et nous, pour tout vous dire, depuis 2 ans, on passe quand même beaucoup de temps et beaucoup plus de temps finalement à être sur des programmes humanitaires d'urgence. Donc, première nécessité pour les femmes et les filles, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Iran, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, puisque ONU Femmes est partout dans le monde, quasiment. Et donc, les sujets de femmes, paix et sécurité, ils sont intrinsèquement liés aussi à la diplomatie féministe. L'année dernière, le monde a atteint un niveau de dépenses mondiales jamais vu, pour les raisons dont on se doute, hein, avec le nouvel ordre géopolitique mondial qui s'est ouvert. Et dans le même temps, on a encore, vous le savez, très peu de femmes à la table des négociations de paix. C'est vraiment infinitésimal. On a très peu de femmes qui sont militaires dans les forces armées, et notamment à des postes de commandement.
Et on a aussi très peu de femmes de la société civile intégrées dans les politiques de reconstruction sur le terrain après une catastrophe humanitaire et en l'occurrence une crise. Et donc, on entend très peu la voix des femmes aussi quand le pays a retrouvé la paix, quand il s'agit de reconstruire et d'adopter des stratégies et puis de prendre des mesures concrètes. Donc, tout ça, ça pose le sujet de est-ce que la diplomatie féministe n'aurait pas aussi intérêt dans ce monde où la tension monte fortement, avec des menaces nucléaires, on est quand même dans un moment extrêmement tendu. Est-ce que le sujet des femmes, de la paix et la sécurité ne devrait peut-être pas monter encore un peu plus haut aux agendas étatiques mondiaux pour que justement les femmes, dans ce moment particulier que nous traversons, jouent un rôle important. Donc ça, c'est un deuxième point. Et c'est un peu aussi sous forme de question parce que, comme encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est un sujet en recherche et en mouvement. Je ne prétends pas, ni ONU Femmes France d'ailleurs, avoir des réponses parfaites. Mais je pense que se poser les bonnes questions, c'est déjà un début de réponse. Ensuite, un troisième point que je pense aussi, qui est très important, c'est je reprends un point que vous avez soulevé, Mounia, c'est le point d'écouter en fait les populations. Alors, c'est un peu, c'est pas tout à fait à part, mais on peut l'appliquer à d'autres sujets que la diplomatie féministe. Mais pour nous, c'est très important. À ONU Femmes, quand on a des programmes, donc quand on arrive dans un pays, on ne part jamais des solutions toutes faites. Et d'ailleurs, il arrive que l'on ait un programme qui soit prévu. Et en fait, on va complètement changer les modalités d'action parce qu'on va, au départ, écouter et laisser les femmes sur le terrain. C'est de l'empowerment, vous en avez longuement parlé, donc je n'y reviens pas. On va effectivement favoriser au maximum l'empowerment. Et donc, d'ailleurs, je trouve que dans le sujet de la diplomatie féministe, d'autant plus parce que c'est un sujet un peu flou, il serait peut-être intéressant d'avoir des logiques plus consultatives des femmes et des hommes aussi, mais des femmes en priorité, dans les différents pays qui veulent l'appliquer pour pouvoir intégrer la parole de la société civile dans justement les priorités intégrées dans cette diplomatie, les objectifs que l'on se donne, etc., etc. Mais ça, c'est très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où les diagnostics concernant l'égalité ont globalement été conduits. On sait quels sont les problèmes. On a des décennies de recherche, d'associations, d'organisations qui ont établi des rapports très documentés. ONU Femmes en est un fournisseur très important. Et on sait ce qu'il faut faire, grosso modo. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut en effet écouter les premières concernées. C'est vrai aussi dans le viol comme arme de guerre. Très souvent, on porte la parole des survivantes parce qu'elles n'ont pas nécessairement accès à des espaces et puis elles ne sont pas toujours prêtes à le faire dans une certaine temporalité. Mais néanmoins, ce qui est important à un moment donné, c'est que ce soit les survivantes elles-mêmes qui portent cette parole. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Mon troisième point, ou quatrième, je ne sais plus, c'est le sujet des indicateurs et des plans d'action. La diplomatie féministe, si elle se résume à un concept, aussi joli soit-il, va très rapidement être trop faible. Aujourd'hui, l'état d'urgence, il est présent. Le monde et la situation des femmes et des filles est catastrophique. Les données vraiment nous inquiètent et donc on ne peut pas se contenter de concepts. C'est même dangereux parce que ça génère de la déception et ça génère vraiment des situations dramatiques. Donc, il faut être dans l'action et il faut mesurer les résultats de l'action. Et donc, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire au HCE. C'est de justement appliquer des indicateurs, trouver des indicateurs à cette diplomatie et en mesurer les effets. Ne pas réussir, ça n'est pas dramatique. En revanche, ne pas créer un cadre qui nous permette d'avoir des conditions de réussir, ça, c'est irresponsable. Et donc, il faut des indicateurs et il faut vraiment mesurer ce que l'on fait et pouvoir, avec transparence, en informer l'opinion publique, faire part des progrès, etc. Ça, c'est très, très important. Enfin, je terminerai. Je regarde ce que j'avais noté au cours de l'écoute, que j'ai eu très attentive à ce que vous avez dit. Sur un point qui me semble intéressant, et justement, ça va de pair avec la CSW, c'est que dans la diplomatie féministe, on a aussi des sujets comme le commerce, comme le climat. D'ailleurs, la Suède et le Canada avaient beaucoup travaillé sur les traités de négociation commerciale et l'avaient intégré d'une manière d'ailleurs assez directe dans leur politique de diplomatie féministe. Donc, je pense aussi qu'on a tendance à le voir souvent comme un instrument, on va dire, classique de la diplomatie telle qu'on l'imagine, etc. Mais c'est aussi un instrument pour préempter des sujets du futur,
ou actuelles comme le climat. Quand je parle du futur, c'est qu'il faut vraiment que dans les jours, c'est même pas les mois ni les années, dans les jours à venir, on doit être à fond sur ce sujet-là. On sait que femmes et climat, c'est lié, qu'il y a excusez-moi parce que j'ai un problème, je pense un peu en anglais étant donné mon imprégnation, des externalités, je vais y arriver, positives au fait que plus d'égalité pour les femmes crée des progrès pour lutter contre le changement climatique. Donc ça, ce sont des opportunités extraordinaires qu'il faut saisir et peut-être, pourquoi pas, les encapsuler dans la diplomatie féministe si tant est que ça fasse du sens. Et donc, c'est ça aussi que je pense que pour que finalement un concept devienne concret et fasse mouvement, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui aient envie de s'en emparer, que ce soit des techniciens, que ce soit des diplomates, mais que ce soit aussi des associations ou de la société civile, il faut qu'il s'applique à des domaines de la vie qui amènent du progrès social, de la justice, et que les gens sachent à quoi ça se réfère. Et ça, c'est un enjeu aussi clé, je pense, sur lequel il sera vraiment intéressant pour les diplomaties féministes actuelles et futures de se pencher. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire en rebond finalement à ce que mes collègues ont dit. Et en tout cas, voilà, moi, je veux crier un cri d'alerte, non, je suis extrêmement optimiste aussi, surtout quand on voit l'énergie des personnes qui sont à la CSW, et donc le fait qu'il y a une société civile mondiale qui est mobilisée pour l'égalité, ça fait beaucoup de bien, mais on en a grandement besoin parce que le combat ou la cause est loin d'être acquise, voilà, et elle n'est jamais acquise, et chaque jour, en fait, on doit retourner sur le terrain et continuer à travailler pour faire en sorte que ce monde meilleur pour les femmes et les filles, et pour toutes et tous, je le rappelle, advienne. Merci. Merci beaucoup, Céline, pour cette intervention en réaction. On va refermer un peu le sujet, mais je suis sûre qu'après, on va pouvoir le réouvrir si vous voulez ajouter quelques mots avec l'intervention donc de Mireille Clapeau. Donc, Mireille Clapeau, vous êtes députée donc à l'Assemblée nationale en France. Et il y a quelques années, vous avez réalisé une mission d'information sur la diplomatie féministe. Vous avez notamment formulé des préconisations. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur le contenu sur ces préconisations et le bilan que vous tirez aujourd'hui, puisque vous êtes dans la délégation de la France à cette CSW. Donc, quelle conclusion vous tirez des travaux que vous aviez conduits? Est-ce que pour vous, la diplomatie féministe de la France progresse? Est-ce qu'il reste du chemin à parcourir? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces aspects-là? Merci. Une petite précision logistique, c'est qu'on était censé finir dans 7 minutes, c'est ça, je crois? Oui, ou à 13h. Enfin, 14h. À 14h, pardon, excusez-moi, je ne me suis toujours pas fait de décalage. Voilà. Non, parce que c'est très difficile d'intervenir après toutes ces personnes brillantes que je salue. Donc, je vais essayer de faire court pour ne pas lasser l'auditoire. Donc, effectivement, j'ai été élue en juin 2017. J'étais vice-présidente. On vous entend plus. Madame Clapeau, on vous a perdu, on ne nous entend plus. Est-ce que vous pouvez couper votre vidéo peut-être? Est-ce que c'est... Vous m'entendez mieux là? Oui, là c'est parfait, on vous entend. C'est compliqué parce qu'à l'ONU, je suis dans un endroit extrêmement bruyant et passant en plus. Mais vous me dites si vous ne m'entendez plus. J'entends très bien. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus et ce rapport qui est sorti en mars 2018, m'a-t-on dit, a fait référence, donc j'en suis très heureuse. C'était 100 propositions pour une diplomatie féministe avec beaucoup des recommandations qui ont été entendues ce matin. Je peux vous en citer quelques-unes. Être exemplaire et lancer des initiatives phares lors des grands rendez-vous internationaux avec un focus sur le Sahel et sur l'Union européenne. Renforcer notre action au niveau bilatéral, investir plus résolument la bataille des idées, engager les médias. Ensuite, la question des moyens à la hauteur de nos ambitions en agissant au niveau national et au niveau bilatéral sur l'action de l'aide publique au développement, on y reviendra. Agir au niveau européen, soutenir le secteur associatif, renforcer les moyens humains. Et puis, pour un agenda offensif,
se donner des priorités thématiques autour de la place de la femme dans les grandes transitions, la transition politique, femme leader de la démocratie, la transition sociétale vers une société plus inclusive, l'égalité dans l'éducation, lutter contre les violences à l'international, la transition climat, ça a été dit, les femmes actrices économiques, on parlait déjà du gender tech gap à l'époque. Donc, je ne vais pas vous résumer l'ensemble, mais ce rapport, je pense qu'il peut être encore lu parce que tout n'a pas été réalisé. Et puis, pour la petite histoire, j'en ai fait un roman parce que c'est toujours plus pédagogique de faire passer ses idées à travers des personnages. Et ce roman s'appelle Quatre dames et Delphine O, qui l'avait lu quand il est sorti en 2020, m'avait dit qu'elle avait bien aimé. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on peut lire. Ce que je voudrais dire, c'est que le parlementaire, c'est assez peu connu, mais il a à la fois un rôle de législateur, il a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, il a un rôle de lien avec les citoyens qui l'élisent, et puis il incarne une voix aussi. Donc il faut toujours se rappeler que finalement, modestement mais avec ambition, quand on est parlementaire, on peut faire des lois. C'est ce qu'on a fait en mettant beaucoup de genre dans la loi d'orientation et de programmation du développement solidaire, la lutte contre les inégalités mondiales, la loi aide au développement portée par Hervé Berville en août 2021. Donc, vous y retrouverez pas mal d'indicateurs de genre. On peut aussi contrôler l'action du gouvernement. Et en ce qui me concerne, j'ai posé régulièrement des questions orales ou écrites à nos ministres pour porter cette notion de diplomatie féministe, avec quelques résultats. Quand même, la diplomatie, le personnel diplomatique a été plutôt bien féminisé ces derniers temps. On a même une ministre maintenant. Bon, c'est pas forcément parce qu'on a une ministre que le personnel se féminise. Enfin, je pense que c'est un symbole important. Et il y a une question de diffusion de la culture, ça a été dit tout à l'heure par Jocelyne, sortir du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et investir Bercy, qui fait de la diplomatie économique, le ministère de la Culture, qui a un rôle très important à jouer avec l'audiovisuel, l'enseignement supérieur et la recherche également, parce que c'est aussi un facteur de soft power important. Et puis l'intérieur pour l'immigration, je pense que c'est important aussi. Donc je m'attache à faire cela. Je voudrais signaler quand même que quand on arrive au terme d'un mandat et qu'on est réélu, ce qui est mon cas, on se trouve avec une physionomie du Parlement qui est complètement différente. Et je crois qu'il faut, tel Sisyphe, remonter le rocher en haut de la pente. Je suis ravie de voir que la diplomatie féministe a beaucoup essaimé dans la société civile, dans la recherche, toutes les personnes qu'on a entendues. Sachez qu'au niveau du Parlement, ça n'est pas forcément le cas et que le mot même n'est pas compris. L'expression même de diplomatie féministe n'est pas toujours comprise. Donc, je m'attache à continuer à populariser cette idée et ce concept, mais c'est un gros travail. Sur les réalisations, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, beaucoup a été fait. J'ai parlé de la loi LOB-DSI, donc des objectifs de genre dans l'APD. On a également la voix forte de la France sur le droit à l'IVG et la lutte contre les mutilations sexuelles. Vous le savez, je ne reviens pas. On a eu tous ces événements multilatéraux, présidence française du G7, Forum Génération Égalité, financement de plusieurs initiatives, AFAWA, le Fonds pour les survivants de violences sexuelles liées à des conflits. On a eu aussi donc le Forum Génération Égalité. On a eu et pas plus tard qu'hier, l'intervention de Marlène Schiappa au Conseil de sécurité de l'ONU qui remet sur le sommet de l'agenda la résolution 1325 et c'est vraiment d'actualité. Donc tout ça, je pense, ce sont des initiatives importantes qui fait qu'on a bien avancé. Moi, je voudrais quand même dire que j'ai parfois des bouffées de désespoir. Donc, je les partage. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se retrousser les manches, mais
Je ne pensais pas en faisant mon rapport en 2018 qu'il y aurait l'Afghanistan et les talibans, avec le recul monstrueux qu'on constate sur les droits des femmes. Je ne pensais pas qu'il y aurait l'Iran. Je ne pensais pas qu'en ayant demandé à ce qu'on se focalise sur le Sahel, qu'on ait la situation actuelle au Mali, au Burkina Faso. Évidemment, personne n'avait prévu la guerre en Ukraine. Et puis, dans l'Union européenne, on voit que les positions se sont durcies et ne vont pas forcément dans le sens d'une diplomatie vraiment féministe qui serait au niveau Union européenne, alors que notre diplomatie de plus en plus est au niveau européen. Donc, on a quand même quelques raisons de se dire que tout ça n'est pas très satisfaisant. Bon, quand on est optimiste, on voit le verre à moitié plein, on se dit que si on n'avait pas décrété la diplomatie féministe, ça serait sans doute pire que ça. Donc, il faut continuer. Je voudrais dire quelque chose. Alors, elle est partie, mais l'ambassadrice Delphine O, qui était ma collègue, fait un travail fantastique, mais il faudrait qu'elle ait des moyens. Je sais qu'elle n'a pas, ou peu en tout cas, de moyens. Et donc, sa parole est forte, mais je pense qu'il faudrait le souligner. J'ai parlé de travail de diffusion auprès des parlementaires. Je n'y reviens pas. Je pense que, puisqu'on est à la CSW, je terminerai là-dessus, il faut que la diplomatie féministe, elle s'actualise, elle se transforme, elle se mette au goût du jour. Tous les travaux qui ont été faits à la CSW sur le numérique montrent bien qu'on a des combats à mener pour aider les femmes et les filles dans le monde entier à venir au métier du scientifique et du numérique, pour que le partage d'informations et la formation n'aille pas dans le sens du backlash. On parlait hier des applications qui, sous prétexte de mieux faire connaître le cycle menstruel, risquent d'être en fait des applications qui dissuadent les filles et les femmes d'avorter. Et puis on en a beaucoup parlé pour les événements auxquels on a assisté ensemble, toute la mauvaise utilisation du numérique, le cyberharcèlement, le deepfake, le revenge porn et les atteintes à l'image. Et ces dimensions-là doivent être intégrées dans la diplomatie féministe, à mon avis. Donc pour conclure, un manque de pilotage, c'est sûr, une frustration de ma part de voir toutes les avancées, mais de voir qu'on n'a pas vraiment la maîtrise de ce qui se fait. Et je vais reprendre mon bâton de pèlerin, puisque c'est un mandat qui démarre depuis quelques mois. Et je pense qu'en tant que parlementaire, on a quelque chose à faire. Et donc, je vous encourage toutes et tous à continuer à faire les travaux que vous faites, mais je pense que les parlementaires peuvent avoir un rôle à jouer et j'y suis prête. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour préciser un des points que vous avez évoqués au début de votre prise de parole, le ministère des Affaires étrangères a fait des efforts en termes de féminisation des postes, notamment des postes d'ambassadeurs, puisqu'il y a quelques années, on a installé des hauts fonctionnaires à l'égalité et ça a permis de porter un peu l'attention sur qui était nommé, est-ce que c'était plutôt des hommes, plutôt des femmes, et on a vu quand même croître le nombre de femmes devenues ambassadrices. Donc ça, c'est à mettre au crédit de la France, même si je n'ai pas les derniers chiffres, alors peut-être que Céline Masse les a. En tout cas, est-ce que nos intervenantes, alors on n'a pas de, si on a une question, excusez-moi, j'allais proposer de conclure. Est-ce qu'il y a des actions diplomatiques qui ont été faites pour accompagner les femmes afghanes, et ce qu'elles subissent ces derniers temps? Alors, je ne sais pas si l'une de vous peut répondre. Je ne sais pas, Céline, est-ce que tu as des éléments sur l'accompagnement de Mireille Clapeau? Je pense que pour la France, c'est plutôt Mireille qui va répondre. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ONU-Femmes a un programme dédié, qu'on est toujours à Kaboul. Donc, on est vraiment au cœur du terrain et que c'est très difficile, mais que je pense qu'on fait tout ce que l'on peut. Voilà, je laisse Mireille, évidemment, répondre sur la partie France. Merci. Oui, alors, attendez, je recoupe ma caméra pour avoir une meilleure bande passante. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation est très compliquée d'un point de vue diplomatique, puisque je rappelle que l'ambassadeur a été expulsé d'Afghanistan. Il n'a dû son salut que parce qu'il a été évacué en hélicoptère.
L'action, elle se poursuit à distance, mais on est face à un dilemme toujours que vous connaissez, c'est on ne peut pas travailler avec ces gens-là qui tous les jours nous inventent une nouvelle barbarie, une nouvelle restriction de droits vis-à-vis des femmes. Mais si on supprime l'aide, si on supprime les interventions, c'est la population entière qu'on pénalise. Donc, moi, je salue l'action humanitaire qui est faite par UN Women, mais je sais que le gouvernement français, je dirais l'ensemble de la diplomatie européenne, est dans une grande difficulté pour pouvoir intervenir auprès des femmes et de l'ensemble de la population en Afghanistan. Bien, merci pour ces précisions. Est-ce avant qu'on conclue, parce que je sais qu'on a toutes beaucoup de choses à faire là, celles qui restent sont celles qui sont à New York. Est-ce qu'avant de conclure, Mounia, Céline, vous voulez dire quelques mots, ou Madame Clapeau peut-être, en synthèse de ce que vous avez entendu? Après, je peux conclure aussi, hein, si vous ne souhaitez pas réintervenir. Je peux peut-être dire quelque chose parce que je suis en manque de données, de pilotage, de plan d'action, comme ça a été dit. Je voudrais citer quand même en exemple le travail qui a été fait par Expertise France, donc au sein du groupe AFD. Et c'est un modèle du genre, il me semble, et il faut que ces méthodes professionnelles de suivi et qui permettent de la redevabilité se généralisent, me semble-t-il. Oui, et moi je voudrais dire que ce que je disais tout à l'heure, mais j'insiste que la diplomatie féministe, tout comme l'égalité, ça doit être un concept, une approche pour toutes et tous. Et on a vraiment besoin que la société civile s'engage à son niveau, de la manière dont elle peut le faire. C'est essentiel, on doit être ensemble et vraiment avec nos différences. C'est vraiment l'avenir de notre société qui est en jeu en réalité. Moi, j'ajouterais que la diplomatie féministe, c'est aussi ce qui se passe maintenant à la CSW 67. Et pour moi, une des manières de développer une interaction entre les États et la société civile en matière de diplomatie féministe, c'est que des événements comme la CSW 67, en forum parallèle des ONG, soient un moment pas seulement d'analyse et de réflexion. Nous organisons plusieurs débats, plusieurs tables rondes, nous réfléchissons, mais il n'y a pas de processus pour développer des plaidoyers en commun, pour présenter des plateformes en commun qui peuvent peser dans le rapport des ONG avec les États pour introduire justement un positionnement de la société civile. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'on développe des pratiques dans ce sens. Merci. Tout à fait d'accord, hein. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un sujet d'organisation parce que là, on a une force énorme et il faudrait qu'on soit mieux organisé. J'en suis absolument d'accord. J'en parlerai d'ailleurs à qui de droit. Merci. Merci pour cette proposition. Et encore une fois, là, on est les unes et les autres dans des endroits un peu différents. On a trouvé un lieu pour essayer de faire ce débat. Et vraiment, je remercie une fois encore les intervenants d'avoir fait cet effort-là parce que c'est pas évident. Ça n'a pas été pour nous et j'imagine très bien que ça n'a pas été pour vous également. Je reviens sur le fait que la CSW, c'est un lieu de bouillonnement intellectuelle, de rencontres et de partage pour les femmes. Et en effet, il faudrait qu'on puisse capitaliser cette énergie, hein, vraiment. Je pense qu'on pourrait déplacer des montagnes, même si je crois qu'on le fait toute l'année, tous les jours, et pas simplement le 8 mars. Alors peut-être pour conclure dans ce qui a été dit et pour les personnes qui nous ont écoutés, les remercier d'être restés jusqu'au bout et revenir sur le fait que on a bien compris que finalement la diplomatie féministe, c'est un concept qui est un peu flou, qui est variable d'un pays à un autre, qui nécessiterait sans doute d'être défini pas simplement à l'échelle d'un pays, mais aussi de façon, on va dire, internationale. Delphine O a évoqué le fait que ça n'était pas défini, ça n'était pas écrit dans des documents de niveau international, et ce serait sans doute nécessaire. Ça permettrait peut-être de faire tache d'huile avec d'autres pays. Ce que je retiendrai aussi de vos prises de parole, c'est le fait que la diplomatie féministe, elle ne doit pas se jouer qu'au niveau des affaires étrangères, mais elle doit vraiment imprégner l'ensemble des politiques publiques
l'ensemble des sphères de la société, parce que tout ce qui impacte les femmes, finalement, doit relever d'une certaine façon de la diplomatie féministe. Et cette diplomatie féministe, elle doit avoir, de fait, en conséquence, une envergure la plus large possible. Et ça, c'est un point que vous avez toutes soulevé d'une manière ou d'une autre. Et puis, la dernière proposition très concrète, et qui va peut-être, qui est en train de naître là, je crois, dans cet événement, c'est la nécessité d'imaginer, de construire un processus de plaidoyer commun. Et merci Mounia pour cette proposition qui a beaucoup intéressé ONU Femmes. Et rien que pour cette proposition-là, je pense qu'il était utile que nous nous retrouvions ce matin. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à toutes une bonne fin de CSW. Vous remercier à nouveau, remercier nos participants, nos participantes. Et puis vous dire peut-être à bientôt dans un autre événement de la clé et peut-être à tout à l'heure dans le bâtiment des Nations Unies si on a l'occasion de se recroiser. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.